Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est aussi un prétexte pour le pouvoir, pour asseoir sa puissance, pour montrer sa puissance. En Ancien Régime, on montait des cathédrales. Enfin, disons que les événements sportifs et les événements artistiques, culturels, sont tous repris, récupérés en faveur du pouvoir, en faveur de sa gloire. Et le pouvoir le sait. On va beaucoup plus retenir des Jeux Olympiques fastueux que des élections. C'est une petite fête entre amis pour eux. Ça va permettre de se retrouver, de passer des contrats, et finalement, c'est un énorme sponsoring. C'est un petit peu, comme on dit, nationalisation des pertes, privatisation des gains. Vous, le contribuable, vous payez tout, mais les bénéfices, ils vont aux entreprises privées. Pour te dire que cette fusion État privé que les Gilets jaunes ont dénoncé, cette fusion-là, elle est très ancienne. Que Mussolini arrive du PSI, le Parti socialiste italien, et ensuite accède aux capitalistes, l'association bancaire qui dénonçait pour finalement imposer un régime de terreur. Voilà, le fascisme, il est là depuis longtemps, donc on se la raconte un peu, toi tu es fasciste, non, c'est toi qui es fasciste. En fait, on est dans un état de fascisme. Ben, les JO sont en fait gouvernés par des intérêts privés dont on vient de parler. Donc on est dans la logique capitaliste pure qui utilise des flux globaux pour exploiter des flux locaux, mettre en esclavage, hein, pour le dire. Si on va être direct, c'est toujours ça. Les flux, que ce soit les flux monétaires, les flux d'immigration, sont toujours utilisés pour des grosses entités. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être sur Nexus. Aujourd'hui, on va faire un petit entretien en parlant des Jeux Olympiques avec Tristan Edelman qui vient de sortir Opération JO. Plein de petites histoires finalement pour imaginer comment l'élite mondiale pourrait penser les JO. Donc c'est un peu dystopique. Tristan Edelman, vous êtes artiste, philosophe, essayiste, énergéticien. On se connaît, donc on va se tutoyer. Comment est-ce que t'es venu l'idée de faire ce livre? Bah, disons que l'idée, elle est venue en suivant la réalité, qui est tellement folle que, en fait, il y a un moment où ça me fait rire. C'est-à-dire le théâtre. Et voilà, c'est ça. Le théâtre, que ce soit le théâtre du vote, le théâtre de la démocratie, le théâtre géopolitique, ou maintenant le théâtre des jeux, en fait, ça finit par me faire rire. Quoi. Je regarde ça comme une sorte de fable grotesque. Et donc ça m'inspire, en fait. Cette réalité m'inspire complètement. Et je me suis amusé à faire cinq nouvelles, on va dire, qui imaginent des scénarios chacun plus délirants que les autres, sur les Jeux Olympiques. Mais évidemment, les Jeux Olympiques, c'est un prétexte. C'est un prétexte notamment par rapport à comment le pouvoir a besoin de montrer sa puissance à travers, là, des jeux, c'est ce qu'on appelle la gloire, le règne de la gloire. C'est un prétexte pour toi, pour écrire ce livre, tu veux dire, pour imaginer ces petites histoires. Alors, pour moi, les Jeux Olympiques, je trouve c'est un prétexte parce que ça m'inspire complètement tellement c'est délirant. Mais je dis c'est aussi un prétexte pour le pouvoir, pour asseoir sa puissance, pour montrer sa puissance. C'est comme lorsqu'on, en Ancien Régime, on montait des cathédrales énormes où on va chanter, où on va se concentrer, où on va prier Dieu. Et ben là, aujourd'hui, au XXe siècle, on va dire, c'est des Jeux Olympiques ou des coupes de football. Enfin, disons que les événements sportifs et les événements artistiques, culturels, sont tous repris, récupérés en faveur du pouvoir, en faveur de sa gloire, en faveur de la gloire du pouvoir. C'est comme ça qu'on va imprégner, imbiber le cerveau des citoyens. C'est très, très important, il ne faut pas le sous-estimer. La culture et le sport, ce sont des cartes absolument essentielles pour le pouvoir. Tous les gouvernements voulaient les Jeux Olympiques, mais finalement, c'était pour célébrer quelque chose que l'on dénonce souvent, c'est-à-dire de comment est-ce que le pouvoir arrive à s'organiser, à avoir une mainmise sur la population. Et le pouvoir le sait. On va beaucoup plus retenir des Jeux Olympiques fastueux que des élections, clairement. Et les Jeux Olympiques, ou ce style de grands événements, ça permet à la fois du coup de marquer les esprits par une gloire, un règne solaire, où tout le monde arrive et fait une super compétition, enfin super j'entends, une méga compétition. Et puis ça permet, c'est ce que dit le double joker, à la fin c'est un des scénarios en annexe, qui est un personnage qui gère tous ces Jeux Olympiques que j'ai imaginés. C'est une petite fête entre amis pour eux. Ça va permettre de se retrouver, de passer des contrats, de resserrer les liens. Et finalement, c'est un énorme sponsoring. C'est une énorme publicité. Et puis, ça permet, par ailleurs,
de faire de la surveillance, hein, les caméras algorithmiques, le flicage entier sur les villes, les assignations à résidence, etc., etc., etc. Et pour les entreprises privées, il y a les exemptions fiscales délirantes qui devraient nous rappeler, quand même, moi ça me fait rigoler. Exceptionnel. C'est des exemptions fiscales exceptionnelles. Et c'est pareil sur l'évolution du droit du travail aussi. Le droit du travail, le droit des manifestations. Mais si on regarde un peu en arrière, l'Europe a déjà voté l'interdiction de manifestation. Allez voir les lois européennes qui passent depuis 2020, hein, c'est pas une surprise. Et l'exemption fiscale, c'est courant maintenant. Si on Uber, Google, et puis alors, quand même, il faut se rappeler de Pfizer. Je veux dire, en plus, il y a tous ces contrats. C'est un petit peu, comme on dit, nationalisation des pertes, privatisation des gains. Vous, le contribuable, vous payez tout, mais les bénéfices, ils vont aux entreprises privées. Il y a une sorte presque d'ostentation de l'arnaque, de la supercherie, de l'escroquerie permanente. Et d'ailleurs, tous les partis politiques sont investis là. Le fameux CIO, hein, tous les partis politiques de gauche. Le CIO, il faut rappeler, c'est le Comité international olympique. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, qui gère une sorte de secte, qui gère un peu tout ça. Mais enfin, quand on dit secte, c'est pour rigoler, parce qu'au bout du compte, c'est un plein jour. Moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Il y a quelque chose qui me fait vraiment rire. C'est comment tous ces soi-disant puissants, hein, bon, de quelle puissance parle-t-on, en fait, font tout ça à découvert. Après, on trouve des dossiers cachés. Moi, je me souviens, j'avais une amie qui travaillait. Le CIO, c'est très caché. Le CIO, c'est quand même très, très sombre. Il y a justement Romain Molina dans son livre qu'on a ici, là, le livre noir des Jeux Olympiques, décrit ça. Tu parlais de secte tout à l'heure. C'est-à-dire que le CIO, il y a beaucoup d'opacité, il y a beaucoup de points noirs qu'on ne connaît pas qui ne révèlent rien, ils cachent beaucoup de choses, ils font énormément de choses en famille, comme ils disent même, où ils fuient les juridictions, donc c'est quand même très caché pour le coup, tout n'est pas dans la lumière. Quand je veux dire, c'est bien sûr qu'ils ont des comptes cachés, des entre-soi cachés, mais si on regarde un peu l'histoire pour prendre du recul, on le sait. On le sait que le lobbying fait la politique. On sait à peu près les BlackRock, les Vanguard, je sais plus, etc., etc., font la politique. Au bout du compte, en tout cas pour moi, qui ai un petit peu de culture historique, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune surprise. Après, le détail de chaque opération, je vais même te dire, ne m'intéresse plus. Le détail de leurs opérations ne m'intéresse plus. C'est la perte de temps. Non, le livre de Molina est très bien, c'est pas ça que je veux dire. Et c'est bien de poser un regard sur ça et d'essayer un peu de surveiller et de dénoncer. Mais si on prend un regard global et un point de vue, un recul, tout ça est vieux comme le monde. En tout cas, à partir de la 13e siècle, montée des marchands, de la classe des marchands, ça se passe comme ça. Et je vais même te dire, on est dans un fascisme qui ne dit pas son nom, parce qu'aujourd'hui tout le monde se traite de fascisme, on ne sait même plus ce que c'est. Et pourtant, c'est très simple. Le fascisme, c'est la fusion entre les intérêts privés et les intérêts d'État. Donc ça a été fait dans les années 20 par Mussolini, mais il faut vraiment se rappeler que Mussolini vient du Parti socialiste, hein, pour te dire que cette fusion État-privé que les Gilets jaunes ont dénoncée, et dont je parle dans le livre, il y a un retour des Gilets jaunes assez rigolo, cette fusion-là, elle est très ancienne. Et que Mussolini arrive du PSI, Parti socialiste italien, et ensuite accède aux capitalistes, l'association bancaire, qui dénonçait pour finalement imposer un régime de terreur où l'État est un appareil qui ne sert qu'à la répression juridique, policière et aux impôts. Voilà, le fascisme, il est là depuis longtemps, donc on se la raconte un peu, toi tu es fasciste, non, c'est toi qui es fasciste. En fait, on est dans un état de fascisme. Les JO sont en fait gouvernés par des intérêts privés dont on vient de parler. Donc voilà, à partir de là, quand j'ai vu cette chose énorme qui se présente à nous, avec des dépenses complètement gargantuesques, je me suis dit, c'est génial, je m'empare de ça, et on va en rire un bon coup. Évidemment, à travers le rire, je me suis amusé comme un fou. Il n'y a pas une phrase... Pardon. Non, vas-y, finis. Il n'y a pas une phrase qui soit pas ironique. Je me suis vraiment... c'est une sorte de mise en scène partout.
où tout est en résonance. Alors, j'ai déjà pas mal de lecteurs. Et il y a des lecteurs, quand ils me lisent, en fait, ils sont effrayés. Ils ne rigolent pas du tout. Parce qu'ils trouvent que c'est tellement réaliste que finalement, c'est plus quoi. Après, le ton est très drôle quand même. Donc, il y a le moment où le représentant du peuple arrive, quoi. Il y a tous les empires qui se parlent, l'empire occidental, l'empire africain, et puis qu'il faut. Ah bah, vous avez essayé de nous vendre les vaccins à l'époque, et l'empire africain qui dit ah bah, c'était trop cher pour mon peuple. Donc, c'est normal que ça n'ait pas pris là-bas. Et le représentant du peuple arrive, et puis je fais bah, en fait, vous êtes tous complotistes ici. Il y a du monde partout. J'ai envie de dire, il n'y a pas de. Tout le monde en prend pour son grade, mais même le peuple, tu vois, qui Ouais. voit l'horreur devant lui. Et on lui dit, mais non, t'inquiète pas, parce qu'à un moment, il y a même des extraterrestres qui arrivent, qui exploitent toute la planète, qui font tout sauter. Et on lui dit, mais non, ils sont bons. Donc on lui fait un peu ça au peuple, et puis il tombe dedans, il dit, ah, tout le monde est bon, super, Ouais. alors on continue. Donc, tout le monde en prend pour son grade. C'est complètement. Voilà, c'est un peu une parodie de la civilisation d'aujourd'hui, quoi. Ouais, moi j'ai envie de dire, pas pour vendre le bouquin, mais en fait pour les gens c'est pas mal pour l'été d'aller prendre ce bouquin-là, parce que non seulement c'est le moment des JO, mais en plus c'est le moment de l'été où on a envie de lire des trucs un peu plus détente. Et j'aime bien les petits bouquins, moi personnellement, comme ça, parce que ça permet de garder de l'enthousiasme sur ces sujets-là. Parce que quand on est journaliste d'investigation, qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui, peu importe les médias où on travaille, les médias indépendants, j'ai envie de dire, c'est tellement lourd les sujets sur lesquels on travaille, on a besoin de joie, on a besoin d'avoir un ton léger comme ça. J'ai envie de revenir, Tristan, sur ce que tu disais juste avant. Finalement, ça me fait penser quand tu parlais on célèbre plus les valeurs du privé que les valeurs du sport. C'est que finalement, on a l'impression de sentir que, effectivement, si demain, il y a dans la tête des personnes qui peuvent signer des contrats, on se dit, si demain il y a un événement incroyable, quelqu'un, nous en France, on a par exemple en natation, tu as un jeune je crois qu'il a 19 ans ou je sais plus, Léon Marchand, si demain il fait une performance de dingue, ça va rapporter des contrats de dingue. Donc en fait, on se dit, ces jeunes sportifs peuvent aussi, et si on pousse la pensée capitaliste, parce que finalement, on a ce danger-là en tant que citoyen de se dire, bah en fait, nos sportifs sont utilisés plus leurs performances seront au rendez-vous, plus ils vont permettre de signer des gros contrats. Et donc, on peut largement imaginer, quand on connaît le passé, ou l'Allemagne nazie, ou même l'Allemagne des décennies qui ont suivi, pousser des gamines à se doper pour faire valoir la grandeur du pays. Aujourd'hui, c'est plus la grandeur du pays, c'est la grandeur de celui qui arrive à avoir le meilleur contrat chez des jeunes. Les athlètes sont partagés là-dessus. On peut pousser la réflexion jusque-là. Ah bien sûr, c'est ça, c'est ce que tu dis. Les drapeaux ou la patrie, le nationalisme est une marionnette là-dedans aussi. C'est une marionnette. De toute manière, c'est simple, hein, c'est ce que je te disais sur le fascisme. Ouais. D'un côté, tu as, qui est un système capitaliste, hein, un système libéral. D'un côté, tu as le profit, et c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont utilisés comme de la monnaie vivante, comme de la chair vivante qui va rapporter de la monnaie. Ça, c'est toujours le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est faire passer l'état d'exception dans le droit commun. C'est là l'aspect de surveillance, contrôle de population. Voilà, c'est toujours ces deux aspects qui vont ensemble. Le fascisme, c'est ça. Hein. Et c'est ce que je disais. J'en parle, j'ai donné j'ai rappelé des dates historiques parce que j'ai tellement entendu n'importe quoi pendant ces élections où le fascisme, ça devenait une sorte d'anathème où tu pouvais même plus penser. J'ai envie de rappeler, mais dans ce cas-là, la droite et la gauche sont tous fascistes. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. En plus, à l'époque, ça c'est intéressant, tu as évidemment le Vatican. Je rappelle qu'il y a la cité du Vatican qui a été écrite par Mussolini, hein, parce que j'entends encore un nombre de conneries. Enfin bon, bref, les accords de Latran. Donc la religion qui fait toujours partie du fascisme. Et là, la religion, tu viens d'en parler, c'est le dopage, c'est-à-dire c'est tout ce qui est transhumanisme, toutes ces substances qui vont envahir le corps, qui vont changer le corps, qui vont changer la vie, etc. Ça, c'est la nouvelle religion aujourd'hui. Donc c'est toujours ces trois trucs. Tu as la religion dans le post-humanisme, le privé qui gère tout, l'État qui sert de baguette, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles de religion, c'est vrai que c'est intéressant finalement on pense à des trucs sur lesquels on ne pense pas au quotidien, mais les sportifs, les athlètes sont les nouveaux dieux.
On parlait ces derniers temps pendant l'Euro, on voyait Mbappé qui partout où il est utilisé, Mbappé qui est un des meilleurs footballeurs au monde. Et finalement, on voit tous les milliards, enfin pas les milliardaires, j'allais dire tous les chefs d'État qui adoreraient faire une photo avec lui, etc. C'est la nouvelle entité spirituelle presque. C'est Et très tu vois, intéressant. Ouais. et là, en effet, et d'ailleurs dans le livre, il y a un moment où il y a un hologramme géant qui apparaît, Ouais. qui imite les stars, qui imite les stars et les dieux, et les anciens dieux. Donc il y a plein de trucs comme ça très rigolos, mais où je mets tout en parallèle pour montrer, regardez, est-ce que c'est les jeux du cirque en fait. Et comme tu viens de le dire, puis là à la fin il y a un scénario où tu as toute l'élite qui se met à courir, qui tombe, pas penser à mourir de rire, mais regarde, c'est ridicule, ils veulent être sur la photo de machin parce que le truc, mais je sais plus connu. Enfin, au niveau émotif, au niveau personnel, au niveau richesse intérieure, connexion au cosmos, connexion à tout, c'est des petits, toutes petites personnes, quoi. La seule chose qu'ils ont, c'est la richesse sur laquelle ils érigent comme un mur, sur laquelle nous, les pauvres, on s'écrase. Voilà. C'est leur seule jouissance. Ça n'est que ça, c'est de regarder les pauvres s'écraser sur le mur des riches. Allez lire. Ça, rien. Ouais. Allez lire Opération JO, hein. On vous le conseille, on l'a lu dans l'équipe et vraiment c'est très c'est drôle et c'est intéressant, ça fait vraiment réfléchir sur les points qu'on a soulevés, mais même sur d'autres points, on pourra j'ai envie de faire un entretien court là, donc on va pas tout révéler ça, mais ça parle de finalement on pense à de l'ingénierie sociale quand on lit, ce que tu lis. Il y a cette citation formidable où on dit, «Il y a pas de complot, il y a que, des rapports de force». Ça, j'aime beaucoup. Il y a un moment où tu parles, au tout début du livre, de la convergence des mauvaises humeurs. Parce que tu parles du français qui est râleur à la base, qui là est pas habitué à faire la fête finalement, au lieu de. On l'empêche de manifester, à la place de ça, il doit se taper les Jeux Olympiques. Mais non, le français, on veut râler. Je pense qu'on veut faire la fête aussi. Mais la convergence des tu dis, il n'y a pas de manifestation, il n'y a que de la convergence des mauvaises humeurs. Ça, c'est drôle. Tu peux dire un mot dessus, vite fait? Convergence des mauvaises humeurs, ça, c'est vraiment français. Parce que quand on n'a plus rien, puisqu'on est un pays colonisé, on râle. Alors on râle comme on peut. Donc là, je parle plein de râleries. Tous les Parisiens, les Français vont se reconnaître dedans. Mais j'ai pris un autre point de vue sur cette rallye. Je me suis dit, mais finalement, c'est qu'on n'est pas content, il y en a marre, parce qu'il y a au fond de résistance. Astérix et Obélix, quoi. Pour moi, c'est un de mes héros. Tu vois, c'est pas Charlemagne et Clovis, hein. Loin de là. Encore moins Napoléon. Mais bon, c'est qu'il y a un fond de résistance. Pour moi, la mauvaise humeur, c'est le petit village de résistance qui n'a pas les moyens, ou pas encore les moyens, de dire sa voix de manière directe et de se faire valoir. Mais en fait, c'est plein de petits. C'est une idiosyncrasie française. Et finalement, quand tu le vois comme ça, tu te dis, mais oui, je comprends cette mauvaise humeur. Et peut-être que si elles s'alliaient ensemble, mais c'est ce qui se fait de toute manière, ça ralentit. Et là, le pouvoir, il réagit à ça. Hein. Il réagit à ça en fliquant de plus en plus, à tel point que ça se retourne un peu contre les jeux eux-mêmes, on a l'impression, tu vois. Alors, ça reste une petite sauterie entre copains richoux, mais à part ça, ça fait chier tout le monde, hein, je le vois bien. Et du coup, ça ralentit, il faut mettre encore plus de police, il faut ceci, il faut cela. Il y a une autre aide qui se fait par en dessous, en recevant des amis, en ceci. Donc, je pense que la mauvaise humeur, c'est quelque chose, j'appelle ça un indice révolutionnaire. Voilà, c'est pour moi un indice qui est très positif finalement. C'est pas mal, l'indice révolutionnaire et la convergence des mauvaises humeurs. J'ai bien aimé, il y a plein de petites formules comme ça. N'hésitez pas à aller récupérer on parle aussi beaucoup des JO dans le dernier Nexus, c'est le numéro 153 qui fait juillet-août. Il y aura le nouveau qui sortira après en septembre pour ceux qui ont déjà. Il y en a beaucoup qui ont acheté le numéro 153. Le prochain, il sortira tout début septembre. Tristan, nous, on va faire un nouveau format. D'ailleurs, je fais une transition sur un autre sujet, mais on va démarrer une petite chronique finalement sur l'énergie, parce que tu es aussi thérapeute énergéticien. Tu soignes les gens, tu les reçois en cabinet, tu fais quelque chose d'assez complet au niveau de la thérapie. Et toute l'expérience que tu as magasinant au cabinet, moi je me suis dit, en fait tu me racontes tellement des trucs de dingue, j'avais envie de les mettre en vidéo. Donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo courte là, parce qu'on va en même temps annoncer ce petit format qui devrait arriver. Ça devrait être pour début août. Bah bien sûr, à fond. Moi, ce que j'adore avec cette démarche qu'on est en train de construire, c'est que l'énergétique, on est dans le quotidien.
Oui, On est dans le contrôle de chacun, c'est parce ça qu'on que on j'aime. prend le quotidien, je suis fou, j'ai pas rappelé, on prend le quotidien des gens, on prend les problématiques que vivent ceux, les éléments, auxquels sont confrontés les citoyens tout le temps et qui leur bouffent de l'énergie, qui les empêchent de faire des choses et on va voilà, comment est-ce que on est en burn-out? Comment est-ce qu'on peut surmonter sa souffrance au travail? Comment est-ce qu'on peut, comment le citoyen se retrouve dans cette position? Comment est-ce que l'État nous bouffe notre énergie? Comment l'organisation de la société nous bouffe notre énergie? Voilà, tout ça. Oui, c'est ça. Donc, on prend vraiment les problèmes quotidiens de chacun et puis de toutes les générations. Ça aussi, on insiste beaucoup sur ça, c'est-à-dire on s'adresse vraiment aux jeunes comme aux plus anciens. Et les problématiques communes, mais aussi particulières à chaque génération, puisque moi je reçois, que ce soit en cabinet ou en groupe, puisque je fais le stage, je reçois vraiment tous les âges, hein, de 8 ans. Exact. Je parle pas aux gens de 8 ans en particulier, évidemment, jusqu'à 75 ans. Hein. Donc je les écoute, ils viennent me parler, et on avance. Et c'est vrai que l'énergétique, c'est un moyen génial pour donner des pistes Complètement. de bien-être. Hein. Donc ça, non, c'est vrai, je suis super content qu'on fasse ces émissions, et puis qui sont venues un peu, même pas de nous, mais de la demande autour de nous, quoi, tellement de Exact. toutes ces innovations, avec des problèmes Exact. divers, et puis des problèmes qui se recoupent parfois, et puis des classes sociales aussi très différentes. Hein. Parce que moi, je suis aussi bien dans les banlieues que dans les zones périurbaines, que dans les centres urbains, et j'entends toutes ces problématiques différentes. C'est qu'on n'apporte pas de solution toute prête. Il faut beaucoup écouter la personne pour ensuite pouvoir dire, mais écoute, je pense que là, ça peut être ça, ça peut être ci, et ça marche très bien. Du coup, on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux, dès que l'émission sera en ligne, cette première émission et ça devrait, être à peu près au même moment que les JO vont commencer, paradoxalement. Hem une petite info sur les JO, quelque chose, on va couper là l'entretien, ça fait presque 30 minutes, c'était ce qu'on voulait faire. Mais, juste avant de vous laisser, effectivement, nous on est allé sur le terrain à Nexus et on a vu beaucoup de commerçants nous dire que, ils étaient complètement dépités puisque, pour un mois de juillet où normalement ils font des chiffres, il y a des touristes, là il y a plus de touristes, il y a plus de Parisiens. Alors, est-ce que ça va changer à partir du 26? Mais là en tout cas, ils étaient complètement dépités de dire: «Bah, on fait les chiffres de» on m'a dit: «On fait les chiffres». Ça, c'est dans un reportage qui est sorti la semaine dernière. On fait les chiffres d'un mois de novembre sous la pluie. Donc c'est pour dire que finalement, les JO, alors oui, ça permet justement de signer des contrats pour certains lobbies, comme tu en parlais tout à l'heure, mais finalement, c'est le petit commerçant qui paye. Et finalement, ça pourrait servir aux grosses entités. Là on renvoie un pavé dans la mare et on renvoie un sujet, mais finalement, il y a un vrai sujet là-dessous. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il C'est n'y ce a qu'on rien disait de, tout à l'heure. il y a rien de local. Mais ce que tu dis est vrai, parce que moi, là, je suis pas sur Paris, mais quand j'y étais, Ouais, euh, ils me disaient, mes amis commerçants, ouais. qu'en effet, ils faisaient un super mauvais chiffre. Ils faisaient un Ils t'ont dit super ça quand? mauvais chiffre. Ils t'ont dit ça là ou il y a Ils plusieurs semaines m'ont dit, déjà? non, ils m'ont dit ça je devais être sur Paris il y a une dizaine de jours, tu vois. Ah oui, donc déjà, ouais, d'accord. Ouais, ils me disaient, on a un super mauvais chiffre. Pourtant, dans le centre de Paris. Hein. Donc, Ouais, oui, c'est ça. je confirme. Je confirme. Mais parce que c'est un événement global et Ouais. non pas local, qui n'inclut rien de local. Donc, on est dans la logique capitaliste pure qui utilise des flux globaux pour exploiter des flux locaux, mettre en esclavage, hein, pour le dire. Si on va être direct, c'est toujours ça. Les flux, que ce soit les flux monétaires, les flux d'immigration, sont toujours utilisés pour des grosses entités. Parce que voilà, les grandes entités vont peut-être décupler leurs chiffres grâce à cet événement, notamment des marques françaises entre autres, mais il y a aussi d'autres agences externes et internationales. Mais par contre, le petit commerçant, a priori, en tout cas, j'ai pas été vérifié, mais ceux qu'on a rencontrés sur le terrain ne nous ont jamais parlé de ça. Les petits commerçants, eux, ne sont pas protégés du tout. Bah là, justement, le petit commerçant, encore une fois, ou le commerçant tout court, n'est pas protégé face à cette machine et face à ce désintérêt en fait des touristes pour Paris. C'est la première fois qu'on peut dire qu'il y a un désintérêt des touristes pour Paris. Tu vois, c'est vraiment incroyable. C'est dingue Non, rien non, que de mais, le dire. non, mais c'est fou, surtout Paris, hein, qui est quand même une des villes les plus importantes au monde. Non, non, mais voilà, Le c'est touriste, le, c'est numéro un. oui, c'est la logique des monopoles. Et les Ouais, monopoles, ce sont des logiques impérialistes.
Ce sont des mots qu'on n'emploie plus, pourtant ce sont les meilleurs. Les monopoles, c'est des logiques impérialistes, c'est-à-dire globalistes, qui veulent prendre tous les territoires possibles de la planète. C'est tout. Et leur seul drapeau, c'est leur drapeau d'entreprise. Hein, tu vois, par exemple, moi j'ai vu Vuitton, ils ont leur drapeau. Quand tu vas sur les Champs-Élysées, ils ont leur drapeau. Et ils veulent prendre tous les territoires qui y a sous la main. C'est toujours la même chose. Ensuite, ils vont utiliser les lois d'un pays à leur faveur, sachant que le droit n'est que le résultat d'un rapport de force. L'état de droit n'existe plus. L'état d'exception est le droit commun. Et qui fait les lois, ce sont ces empires-là. Avant, l'empire était un peu plus ensemble. On l'a vu pendant la colonisation et le commerce triangulaire. Il y a eu un peu plus de fusion entre la nation de l'Ancien Régime et les empires marchands, mais c'était déjà pas évident. Hein. Quand tu lis le Code noir, Louis XIV fait pour aller contre les marchands, pour le plus possible conserver l'emprise sur le commerce, la traite des Noirs. Il y a des luttes entre ces différents empires marchands, mais ces empires marchands ont la même technique que n'importe quel empire, prendre du territoire. Aujourd'hui, c'est même l'espace, tu vois, puis c'est le territoire virtuel. C'est clair. Et d'ailleurs, ce que disait, allez voir les travaux aussi de Romain Molina sur le sujet, qui effectivement parle que comme les pays et les villes veulent tellement avoir les Jeux Olympiques chez eux, ils sont prêts à faire des concessions énormes au niveau politique, et tu en as parlé, et une fiscalité exceptionnelle. On tire sur le droit du travail, hein, c'est ce qui s'est passé, nous, pour les JO, et le repos dominical a sauté, a priori pour être reporté, mais aucune garantie n'est faite là-dessus. Donc c'est toujours tout le problème. Merci Tristan Edelman. Ouais. Pour eux, c'est même pas des concessions. Ils sont contents. C'est clair. Il faut pas mettre ça, la gauche va te dire oh là là, c'est terrible, mais ça va faire le ruissellement. Non, ils sont tous très contents de foutre la population sous contrôle. Enfin bon. C'est clair. À gauche comme à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, tout le monde était pour les JO. Mais mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est ça, et c'est pour ça qu'il faut lire Opération JO. Alors, on fait un petit peu de pub pour Tristan, mais ça va vous faire du bien pendant l'été. Ah ouais, je vois, c'est ça comme tu le disais sur la plage, en un coup de cuillère à peau, et tu rigoles bien. Voilà, moi j'ai dû le lire dans des conditions où j'étais pas à la plage, j'aurais préféré le lire à la plage. J'aurais été plus heureux. Dans les transports en commun pour oublier la chaleur. Voilà, ouais, vous pouvez aussi le lire dans les transports en commun, complètement. Quand vous serez bloqué aussi sur l'autoroute à cause des JO. Il y a une voie qui est fermée. Ils ont fermé une voie sur le périph' pour laisser les gens qui ont des accès pour les JO. Ça, c'est pas mal aussi. Vu qu'il n'y avait pas assez de bouchons, sur Paris, ils se sont dit comment on peut en mettre plus. C'est le double joker. C'est le double joker. Exactement. Qui maîtrise tout ça en se disant allez, on va nous pousser jusqu'au ridicule le plus fou. Exactement. Allez récupérer le nouveau numéro, je le rappelle, de Nexus, et dites-nous directement en commentaire, allez voir dans la librairie à côté de chez vous, puisque Nexus c'est en kiosque, hein, c'est un magazine, donc dites-nous si le dernier numéro est dans votre librairie, et sinon demandez à votre libraire qu'il l'impose en librairie, comme ça on sera quitte. Merci à tous d'avoir regardé cette émission, et on se tient au courant pour l'émission qu'on va faire avec Tristan. Merci à tous. Merci Tristan, à très vite, à la prochaine. Merci à vous.